Bonjour à toutes et à tous. Christophe Tanet, président de l'UNIS. Bonsoir à vous aussi. Bonsoir Gabi, bonsoir à tous. Bienvenue à tous sur le live de l'UNIS pour ce jour si particulier qu'on espérait, qu'on attendait, qu'on appréhendait aussi. Ce D-Day qui n'est pas celui qu'on a appris dans les livres d'histoire, mais qui fera sans doute beaucoup parler dans les futurs manuels d'histoire. Comment les professionnels de l'immobilier ont-ils vécu ce 11 mai ? Les questions pratiques, juridiques, sanitaires sont très nombreuses et comme on l'a fait au cours des lives précédents, on va essayer d'y répondre, Christophe Tanet, parce que c'est bien là tout l'enjeu, tout l'objectif de ces rendez-vous du lundi. Oui, écoutez, ce jour-là est vraiment particulier, effectivement. C'est après presque 2 mois de confinement. On a ce premier jour, ce D-Day, comme vous l'avez appelé. Alors, on a eu les annonces du 7 mai du Premier ministre. Alors, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a beaucoup de questions pratiques, vous venez de le dire. Vous avez vraiment beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes de nos adhérents, mais aussi de nos clients, on l'a vu. Et je trouve que c'est le rôle, je le dis chaque lundi, mais c'est le rôle vraiment d'un syndicat comme le nôtre, comme l'UNIS, d'aider, d'apporter des réponses, de rassurer, mais également aussi parfois de réconforter, j'ose le dire. La convivialité, vous savez, est un fort signal de l'UNIS, est un fort critère, et donc on a parfois besoin de réconforter aux adhérents et se réconforter entre nous. Donc on est là pour ça aussi. Alors, le décret déconfinement sera au cœur de nos discussions ce soir, le fameux décret 2020-545 qui nous fixe pas mal de choses qu'on retrouve d'ailleurs dans le guide dont on parlait la semaine dernière. Oui. Ce décret était le seul texte paru aujourd'hui au JO. Et c'est bien lui qui va être au cœur de nos préoccupations. Oui, absolument. Alors, il y a effectivement beaucoup de généralités qui ont déjà été reprises dans le guide de l'immobilier qui a été fait par l'UNIS et la FNAIM. Et bien évidemment, on va détailler cela. On va recevoir des questions au fur et à mesure pendant toute cette heure qu'on va consacrer à cela. Et donc, j'ai convié la Dream Team. C'est la grande fierté de notre syndicat. Ce sont nos juristes en droit social, en droit locatif, en droit de la copropriété, en droit de la transaction. Sont toutes d'éminentes spécialistes. Elles travaillent énormément parce que c'est elles qui adaptent la FAQ que l'on met à la disposition de tous sur le net. Et donc, elles sont sur le terrain vraiment tout le temps et je les en remercie d'être là. Et donc, on va appeler à nous rejoindre Emmanuel Benamou, Isabelle Béranger, Chloé Lepin, Anne Marchand et Isoline Regnault de la Motte, si elles veulent bien nous rejoindre en appuyant sur les boutons qu'il faut bien utiliser, comme chacun le sait désormais depuis le début de ce confinement. Chacun a apprivoisé ce fameux Zoom qui nous réunit. Aujourd'hui, mesdames, bonsoir à toutes et merci de votre participation. Vous connaissez la règle du jeu de ces lives. L'idée est simplement de recueillir en amont de ce live un certain nombre de questions qui nous sont adressées sur la page dédiée à cet effet, mais aussi d'en recueillir en direct. Et je ne suis que le porte-parole de toutes ces questions qui se posent, le porte-parole de tous les professionnels de l'immobilier qui nous font le plaisir de nous écouter. On va, si vous le voulez bien, débuter par une question qui concerne la transaction et qui nous est posée par François, qui est dans le Maine-et-Loire, et qui nous demande tout simplement, est-ce que juridiquement, les visites sont possibles en transaction depuis aujourd'hui, juridiquement? C'est Anne Marchand qui peut répondre à cette question, c'est bien ça? Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, oui, les visites sont possibles. Jusqu'à hier, ce n'était pas le cas. Les visites ne figuraient pas au titre des déplacements autorisés par les clients et seuls les déplacements professionnels indispensables et non reportables étaient possibles. Donc, sauf motif impérieux, les visites étaient compliquées et même interdites. Là, depuis aujourd'hui, les règles ont changé. Le confinement est élevé sur tout le territoire métropolitain, donc les déplacements pour visite sont autorisés. Mais il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'il y a des confinements que pour autant il n'y a plus l'épidémie, pour autant le virus continue à courir et il faut prendre vraiment de grandes précautions. Et c'est ce qu'on a indiqué dans notre guide. On a préconisé tout un tas de recommandations et notamment de privilégier les visites virtuelles, de cibler un maximum la demande des acquéreurs, leur capacité financière, de les informer bien en amont du déroulé de la visite, pareil pour l'occupant chez qui on va se rendre, et puis au moment où on fait la visite, de respecter un maximum les gestes barrières,
Et puis, d'ailleurs, le décret qui est paru aujourd'hui et dont vous faisiez état tout à l'heure en introduction, prévoit expressément que les gestes barrières, c'est en tout lieu et en toutes circonstances. Alors, une question qui suit et qui est tout à fait logique, hein, c'est Jacqueline à Montpellier qui nous demande si les visites de biens situés à plus de 100 km du domicile du client, de l'acheteur potentiel, donc je comprends, est-ce que ces visites sont possibles? Alors non, le gouvernement a clairement indiqué que les déplacements de plus de 100 km de son domicile à vol d'oiseau étaient interdits, sauf au sein d'un même département. Et il y a une seule exception, c'est le motif impérieux d'ordre familial ou professionnel. Donc on imagine si l'acquéreur envisage une mutation professionnelle qui nécessite qu'il habite finalement à plus de 100 km, là effectivement la visite pourrait éventuellement avoir lieu, mais uniquement en cas de motif impérieux. Alors, beaucoup de questions sur les conditions dans lesquelles les négociateurs peuvent se déplacer. Quelles sont les règles qu'il faut retenir? Je ne cite pas toutes celles et tous ceux qui nous ont posé des questions liées à cette problématique, donc du déplacement des négociateurs, mais en réponse globale, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, d'une manière générale, il vaut mieux éviter les transports en commun parce qu'il y a un risque de contamination, sachant qu'en plus, en Île-de-France, il y a des restrictions spécifiques. Il faut privilégier un maximum les transports individuels, donc la voiture, le vélo, la marche, et éviter le covoiturage. Donc, il faut éviter de covoiturer son client. Et si on n'a pas le choix, eh bien, il faut respecter un certain nombre de règles. Installer son client à l'arrière, avoir chacun des masques, du gel, désinfecter les points de contact, etc. Ça, nous, on le rappelle dans notre guide. Et d'ailleurs, le décret dont on parlait tout à l'heure, encore une fois, a des dispositions spécifiques sur le covoiturage et on colle bien avec ce qu'on indique. Alors, encore une question qui concerne la transaction et après on ira vers d'autres sujets. Qu'est-ce qu'il en est de l'hypothèse où l'acquéreur ne veut pas porter de masque lorsqu'il doit visiter un bien? Comment je dois réagir en tant que professionnel de l'immobilier? Alors aujourd'hui, la réponse à cette question, elle ne figure pas dans les textes. On sait que le masque, c'est une mesure complémentaire qui renforce les gestes barrières qui, eux, doivent absolument être suivis. Toutefois, avoir un masque, quand on fait une visite, c'est fortement recommandé parce qu'il n'est pas toujours, évident de respecter, la distanciation sociale et cetera quand on visite un bien. Et quand on sait qu'on peut être, porteur asymptomatique, du virus, on peut penser effectivement que le négociateur serait en droit de refuser une visite avec quelqu'un qui refuse de mettre un masque, sachant que ça peut représenter l'absence de masque peut représenter un danger de contamination pour le négociateur déjà et pour le client aussi qui visite, mais aussi pour les occupants, du bien, qui va être visité. Alors, vous restez évidemment avec nous parce que j'ai d'autres questions qui concernent la transaction, mais on va aller du côté plutôt, cette fois, du droit social. Question, je n'ai pas réussi à avoir de masque, à me procurer de masque. Est-ce que je peux malgré tout faire reprendre mes collaborateurs? Alors, bonjour à tous. Alors, effectivement, comme l'a dit Anne, le port du masque, c'est une mesure complémentaire aux gestes barrières. Et cette question, en fait, c'est surtout la question du droit de retrait. Est-ce que si j'ai pas de masque, je peux exercer mon droit de retrait? Il faut avoir à l'esprit que le masque n'est pas obligatoire dès lors que les règles de distanciation sociale sont respectées, sauf si un employeur l'impose, et dans ce cas-là, c'est qu'il a des masques. Donc là, si les règles de distance peuvent bien être respectées, le port du masque n'étant pas obligatoire, on pourra difficilement approuver le droit de retrait. En revanche, si les règles de distance sociale ne peuvent pas être respectées, là, il faudra forcément équiper vos salariés en masque et sans masque, le salarié pourrait légitimement exercer son droit de retrait. Il faut juste aussi préciser que depuis ce matin, avec le décret déconfinement, le port du masque est obligatoire dans les transports en commun. Et se pose notamment la question de savoir si l'employeur doit mettre à disposition un masque. C'est une question d'ailleurs qui a été posée à 3 reprises depuis jeudi où nous avons ouvert cette page de FAQ. Ah, bah vous alors, voyez, est-ce que l'employeur est amené à fournir le masque pour les transports en commun? Alors, juridiquement, non, parce que ce n'est pas du temps de travail effectif entre le domicile et le lieu de travail. Donc, juridiquement, pas d'obligation. Mais là, il faudrait quand même en appeler à la responsabilisation des employeurs. Un salarié serait bien plus rassuré d'avoir un masque. Donc, si c'est possible, évidemment, on va lui donner la possibilité d'avoir ce masque.
Bien. Est-ce que je suis obligé d'adapter les horaires de travail de mes collaborateurs qui viennent en transport en commun? Alors, ce n'est pas une obligation, mais c'est une invitation. Par exemple, en Île-de-France, c'est ce que la RATP a invité à faire pour plusieurs raisons. Déjà, limiter l'affluence dans les transports en commun. Et la deuxième, c'est aussi limiter l'arrivée en même temps de tous les collaborateurs sur le lieu de travail. On précise que c'est aussi une mesure qui est rassurante pour les salariés. Ils seront plus rassurés de pouvoir arriver un peu plus tard ou un peu plus tôt pour ne pas être dans la foule parisienne, par exemple. Et Oui. justement, j'en profite aussi quand même pour vous dire que depuis aujourd'hui, pour se déplacer en Île-de-France, les salariés doivent avoir une attestation employeur qui indique leurs heures d'arrivée et de départ sur le lieu de travail. Jusqu'à mercredi, il y aura des contrôles à titre préventif, mais à partir de mercredi, si le 135 €. salarié… Voilà. On attend le texte vraiment définitif. Pour l'instant, c'est provisoire, mais oui, voilà. Donc, pensez à bien équiper vos salariés de cette attestation pour se rendre sur le lieu de travail. Alors, c'est Sonia du 77 qui dit, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Bonjour, virgule, des femmes, enfin, point d'exclamation. Ça, c'est dit. Et Marilyn du 14e nous dit un immense merci à l'UNIS de nous avoir accompagnés durant ce confinement, tant sur le plan juridique que sur le plan humain. Patrick à Antibes, alors pose une question en direct à la personne qui s'occupe ici de la copropriété qui concerne l'ouverture des piscines en copropriété. Est-ce qu'on a des éléments de réponse concernant l'ouverture des piscines en copropriété? Alors d'abord, bonjour à tous. Il n'y a pas un texte vraiment général qui statue sur le problème de l'accès aux piscines aujourd'hui. Après, dans certains départements ou régions comme en PACA, des arrêtés ont été pris pour fermer les piscines, en interdire l'accès. Donc il faut voir si à Antibes, un arrêté en ce sens a été pris. Ça, c'est la première chose. Après, dans les cas où il n'y a pas d'arrêté de prix, il me semble que le bon sens serait que le syndic, avec l'accord du conseil syndical, préconise quand même de ne pas permettre l'accès aux piscines pour des raisons sanitaires évidentes. Et si un cluster devait se développer au sein d'une copropriété et qu'on trouve des traces de virus dans la piscine ou à ses abords, la responsabilité du syndicat des copropriétaires et celle du syndic pourrait être engagée. Donc, je pense que la prudence… Invitation à la prudence, parce que c'est une question aussi qui est posée par Christian de Nice. Est-ce que les piscines de copropriété peuvent être ouvertes aux occupants? Apparemment, et en plus, on peut quand même s'attendre à ce que d'autres arrêtés paraissent dans les jours à venir. Là, aujourd'hui, on ne peut pas prévoir exactement au cas par cas ce qui va se passer dans les différentes villes qui pourraient être concernées par des… Alors, l'avantage, c'est que la météo est avec nous puisqu'il pleut énormément sur le sud et c'est prévu pour durer. Donc, les questions qui viennent d'Antibes et de Nice, on y a réponse. Alors, tiens, puisqu'on est avec vous, est-ce que j'ai des questions sur la copropriété? Oui, évidemment. Une question de Philippe Rabot, je crois. Peut-on convoquer des assemblées générales et quelle distance doit-on respecter entre deux copropriétaires? Alors, avec le décret qui est donc paru ce matin, les réunions sont de nouveau possibles. Mais attention, c'est avec 10 personnes maximum et une distance d'1 mètre à respecter entre chaque personne. Quand parfois on entend aussi 4 mètres carrés, au final, ça revient au même. Parce qu'il faut bien se dire que chaque personne, il faudra 1 mètre entre chaque. Donc devant, derrière, sur les côtés, ça revient à peu près à 4 mètres carrés. Et puis, il faut également respecter… 1 mètre et 1 mètre, ça fait 2, et 2 fois 2, ça fait 4. Donc, sauf erreur de ma part, ce n'est pas à peu près, ça fait 4 mètres carrés. Voilà, bon. Donc, il faut bien se dire que voilà, des AG avec 10 personnes maximum peuvent se tenir aujourd'hui. Simplement, il faut vraiment respecter toutes les mesures de gestes barrières, les précautions, la distanciation sociale, bien se laver les mains, etc. Et donc, ça peut se faire pour des petits immeubles. Pour des immeubles qui sont plus importants, c'est nettement plus compliqué aujourd'hui de convoquer une assemblée générale puisqu'on est limité quand même à 10 personnes présentes. Francis, à Bordeaux, poursuit. Est-ce qu'il est possible d'utiliser le vote par correspondance et le vote à distance? Alors, c'est une très bonne question puisque effectivement, ces 2 modes de vote figurent dans les textes aujourd'hui, mais au final, ce n'est que théorique. Parce que pour le vote à distance…
il faut qu'il y ait une décision de l'Assemblée générale qui ait pu statuer en ce sens au préalable. Et vu la date de parution du décret, c'est-à-dire le 27 juin 2019, il y a bientôt un an, au final, très peu de copropriétés ont pu se prononcer sur ce sujet. Donc aujourd'hui, on a de nombreuses copropriétés qui ne peuvent pas voter à distance. Et pour le vote par correspondance, on attend encore les textes d'application. Par exemple, le modèle de formulaire doit être fixé par un arrêté et on l'attend toujours. Donc pour l'instant, on ne peut pas utiliser non plus le vote par correspondance. Est-ce que vous me permettez de poursuivre cette question en évoquant l'Assemblée générale en visioconférence, un peu comme on le fait ici? Est-ce que c'est possible ou pas? Alors, en fait, il faut des moyens techniques qui soient plus sophistiqués que Zoom. Zoom, c'est… Zoom, il y a Teams, peu… Skype. Hein? Voilà, il faut qu'il y ait plus de garanties et ça, il faut que l'Assemblée générale ait statué dessus. Donc, si elle n'a pas statué dessus au préalable, eh ben, les copropriétaires ne peuvent pas voter à distance. Donc là, pour l'instant, pas de visio. Donc, du moins, en pratique, la visioconférence ou autre technique de vote à distance peut se faire, mais que rarement dans des copropriétés qui ont déjà statué en ce sens. Question qui, en direct, la prorogation de l'état d'urgence entraîne-t-elle automatiquement la prorogation des mandats de syndic? Alors, c'est une très bonne question qui n'est pas évidente. On sait effectivement que le Parlement a voté le report de la date de cessation de l'état d'urgence. Pour autant, le renouvellement automatique des contrats de syndic au-delà du 24 juillet ne me paraît pas aussi certain que cela. Il en est de même pour la date butoir pour tenir les assemblées générales qui aujourd'hui est le 24 janvier. Il faut attendre plus de précisions de la part des ministères là-dessus. Une question complémentaire qui concerne toujours l'Assemblée générale, c'est Philippe qui nous la pose. Je n'ai pas l'origine géographique de Philippe. Si l'Assemblée générale est possible, moins de 10 personnes, mais qu'un des copropriétaires habite à plus de 100 km, est-ce que la convocation est juridiquement valide alors que ce copropriétaire ne pourra pas venir? Alors, évidemment, les textes ne répondent pas réellement à cette question non plus. Mais effectivement, on peut se poser la question de la responsabilité du syndic qui convoquerait une assemblée générale en sachant très bien qu'un copropriétaire ne pourra pas venir. Et là, on est dans une situation qui est complètement inédite. Donc, le mieux serait de voir avec ce copropriétaire s'il est d'accord pour donner son pouvoir à une autre personne qui, elle, pourrait se rendre à l'assemblée générale. Mais après, on ne peut pas le forcer non plus à donner son pouvoir. Donc, soit il est d'accord, et dans ces cas-là, on peut se dire, bon, bah voilà, le syndic pourrait convoquer l'Assemblée générale, mais s'il refuse et s'il souhaite absolument être présent, la responsabilité du syndic qui convoquerait l'Assemblée générale se pose. Ce n'est pas considéré comme un motif impérieux de nécessité. Non, le fait de se rendre à une Assemblée générale de copropriété, ce n'est pas un motif impérieux qui permet de se déplacer à plus de 100 km en dehors de son département. Bien, encore une question et après on passe à d'autres sujets. On reviendra vers vous évidemment, Isoline. Est-ce qu'il est possible d'organiser des réunions de conseil syndical? Une question qui nous vient du sud-ouest. Alors, pour les conseils syndicaux, les règles qui portent sur les réunions sont les mêmes en fait partout. C'est 10 personnes maximum avec toujours le respect du mètre de distance entre chaque personne, le respect de tous les gestes barrières. Donc, des réunions de conseil syndical sont effectivement possibles dans ces conditions. Après, pour celles-ci, les règles sont quand même plus souples et on peut quand même aussi imaginer des réunions en visioconférence pour le conseil syndical afin de maintenir la sécurité entre chacun des participants. Et là, l'utilisation d'un mode tel que Zoom ou autre est possible. La loi n'a pas prévu quelque chose spécialement là-dessus. C'est Stéphanie Mial, pardonnez-moi la prononciation, de Clermont-Ferrand qui nous fait remarquer 10 personnes en copropriété pour l'Assemblée générale, 10 personnes avec le gestionnaire. Exactement, oui, tout à fait. Donc, ça veut dire 9 copropriétaires, par exemple, et le syndic. Et le syndic. Voilà, donc c'est vraiment pour des petits immeubles. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Cette fois, on va aller du côté des locataires qui avaient signifié leur préavis et pour lesquels l'état des lieux de sortie n'a pas pu être réalisé du fait du confinement. Ils ont vu leur loyer transformé en indemnité d'occupation et beaucoup contestent. Nous allons au-devant de contentieux car les bailleurs ne souhaitent pas négocier. Cette phase de notre métier est très conflictuelle. C'est Marilyn à Paris, dans le 14e, qui nous dit donc que ces locataires qui avaient signifié leur préavis et pour lesquels l'état de lieu de sortie n'a pas pu être réalisé
du fait du confinement, ont vu leur loyer transformé en indemnité d'occupation des lieux. Et donc, elle nous prédit des problèmes. Ouais, d'accord. Mais d'un point de vue strictement juridique, hein, on parle bien d'un loyer, en l'occurrence par rapport à cette question d'un loyer d'habitation, un loyer dû pour un logement. Aucune disposition liée au Covid-19 ne permette de suspendre ou de reporter les loyers en matière d'habitation. Il n'existe strictement aucune disposition. D'ailleurs, vous pouvez vous référer à la FAQ officielle sur le site du gouvernement qui indique très clairement que tout le temps de l'occupation du logement, soit les loyers sont dus, soit une indemnité d'occupation. Et le gouvernement lui-même propose de mettre en place une convention d'occupation temporaire spécifique au Covid-19. D'ailleurs, sur le site de l'UNIS, nous proposons bien un modèle pour ce type de convention. Alors, restez avec nous. Pour les baux d'habitation, il n'y a aucune négociation possible d'un point de vue strictement juridique. Les loyers sont dus. Emmanuel, jusqu'à quand la trêve hivernale est-elle prolongée? Alors, la trêve hivernale est prolongée jusqu'au 10 juillet. C'est ce qu'a annoncé Julien de Normandie lors du discours du 7 mai. Donc, on a une nouvelle prolongation. La trêve hivernale avait déjà été prolongée de 2 mois. Une nouvelle prolongation jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Alors, des questions très techniques, mais très importantes aussi. La signature électronique des actes de caution pour les baux d'habitation. Est-ce que cette signature électronique est possible? Bon, je vous remercie de m'avoir posé cette question, Gaby, qui permet un peu de faire le point sur un sujet que l'on connaît et dont on a beaucoup parlé depuis la loi Elan du 25 novembre 2018. Donc oui, je vous confirme qu'il est possible de procéder à la signature électronique des actes de caution dans la mesure où la mention manuscrite n'est plus obligatoire. Dans le contexte du Covid-19, la signature manuscrite la signature électronique est recommandée naturellement. Ça permet d'éviter les risques de circulation du virus. Il y a eu tout un débat au sujet de cette possibilité. En réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que le Code civil n'impose l'écrit pour la caution qu'à titre de preuve et non pas à titre de validité de l'acte. Donc, à partir du moment où vous prenez le modèle UNIS qui comporte toutes les mentions obligatoires, que vous passez par un partenaire sérieux du Sell & Sign, pour ne pas le nommer, qui est le partenaire de l'UNIS, et que vous sécurisez votre acte, la signature électronique est peut-être même un meilleur moyen, car il y avait beaucoup de contentieux du temps de la signature manuscrite, des doutes sur l'origine, une écriture, un mot mal formulé, il y avait beaucoup d'annulations d'actes. Si l'acte de caution signé électroniquement est fait sur avec un modèle clair et un opérateur fiable, c'est tout à fait sécurisé et recommandé dans le contexte du Covid. Marion à Marseille qui s'interroge sur la situation, évidemment, à la réception d'un congé du locataire. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour organiser l'état des lieux de sortie? On en avait parlé de mémoire la semaine dernière, mais effectivement, c'est une situation qui est appelée à se renouveler et on aimerait avoir des conseils. Et oui, évidemment, sur la sortie du Covid-19, on veut pouvoir de nouveau reprendre l'activité de location. On peut déménager. Donc, ce que nous conseillons, effectivement, nous conseillons à la réception du congé d'immédiatement acter la réception de ce courrier et dans le même courrier, d'informer le locataire que l'état des lieux aura lieu dans un délai de 48 heures à l'issue de son départ effectif du logement. C'est une recommandation contenue dans le guide liée à la durée de vie du virus. Dès lors que ce rendez-vous est acté, à ce moment-là, on procédera à l'état des lieux. Plusieurs options sont possibles, soit sur place, en présence des parties, dans le respect des règles de distanciation sociale et des gestes barrières, mais aussi, et ça peut être un choix plus sécurisant pour les parties, il est possible de missionner un professionnel. Donc, ça peut être un huissier ou l'administrateur de biens mandaté par les deux parties a la possibilité, c'est prévu par la loi de 89, de réaliser l'état des lieux seul. À partir du moment où il sera mandaté par les deux parties, l'état des lieux sera considéré comme contradictoire et juridiquement valable. Alors, une question qui nous vient du cabinet Hugon-Redon à Montpellier. Alors, c'est une situation très particulière, mais qui s'est produite, donc il faut essayer d'y trouver réponse. 2 locataires qui ont signé avec des HLM
mais qui sont restés bloqués dans nos appartements, ne sont pas remboursés par les HLM sur les périodes non occupées du fait du confinement et nous disent donc ne pas pouvoir régler les indemnités d'occupation. Est-ce que vous avez des informations sur ce type de situation? Écoutez, malheureusement, j'ai des informations. Le droit en vigueur ne permet pas de ne pas payer dans cette situation. Le bailleur privé n'est pas responsable du comportement des bailleurs sociaux. Bien, ça a le mérite d'être clair. On reste dans ces locataires qui veulent organiser un état des lieux. Est-ce que les clés peuvent être remises immédiatement? Absolument, absolument. Et il est même très important que les clés soient remises immédiatement du point de vue de la responsabilité du professionnel au titre de la garde de la chose et autres considérations juridiques. Il faut bien entendu, compte tenu du contexte de crise sanitaire, faire en sorte que les clés soient désinfectées, qu'elles ne passent pas de main en main et que la passation des clés soit sécurisée. On va revenir sur la copro. Stéphane qui nous demande est-ce qu'il serait possible d'avoir une mesure exceptionnelle concernant la tenue d'AG avec les moyens actuels disponibles comme Zoom et autres systèmes similaires. Est-ce que, au-delà de la réponse juridique que vous avez apportée, Isoline, est-ce qu'on peut imaginer que le gouvernement change son fusil d'épaule? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas une réponse certaine. Ce que je peux vous dire, c'est que notre président Christophe Tanet, il travaille constamment avec la chancellerie et le ministère du Logement pour tenter de trouver des solutions et tenir donc des AG. Après, je ne peux pas m'avancer plus que cela pour l'instant. On a une question qui concerne, alors qui est très pro. Ma carte professionnelle expire le 24 août, mais je n'ai pas pu faire mes 42 heures de formation. C'est Isabelle à Caen qui nous fait cette remarque et qui pose la question suivante. Est-ce que j'ai un délai supplémentaire pour les réaliser et pour déposer mon dossier auprès de la Chambre de commerce? Alors, vous n'êtes pas le seul à poser cette question de votre carte professionnelle qui arrive à expiration. Alors, vous nous dites que votre carte expire le 24 août, donc malheureusement, non, cette carte-là n'est pas visée par les textes de prorogation des délais, puisque seules les cartes qui arriveraient même, je parle au conditionnel à terme au 10 juillet, date de la fin d'état d'urgence, si le texte est officiellement voté, seront prorogés. Donc aujourd'hui, votre carte du 24 août expirera bien le 24 août et il faudra donc faire vos 42 heures de formation avant cette date-là et déposer votre dossier auprès de votre CCI 2 mois avant. Donc, tiens, puisque d'autres questions concernent la formation et sont directement liées à celle-là, on reste avec vous, Isabelle Béranger. À quand la reprise des formations en salle? Alors, aujourd'hui, nous avons eu, par le discours de la ministre du Travail la semaine dernière, l'autorisation de réouvrir les organismes de formation dès aujourd'hui, dès le 11 mai. Il faut juste savoir qu'au niveau de l'UNIS et de son organisme de formation 1+, nous avons pris la décision d'attendre la fin du mois, même le 2 juin, pour recommencer les formations en salle, pour vous permettre de revenir au travail sereinement, sans vous préoccuper d'annuler ou pas vos formations. Donc pour l'UNIS, les formations, ça sera à partir du 2 juin, mais de par les textes, les organismes réouvrent dès aujourd'hui. Bien, donc vous conseillez, j'imagine, le e-learning. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à continuer le e-learning. De toute façon, le télétravail reste aussi la norme pendant au moins la fin du mois. Donc, le e-learning est possible. Vous pouvez faire tout ou partie de vos 42 heures obligatoires en e-learning. Vous n'êtes pas limité à un certain quota d'heures en présence ou en e-learning. Donc, n'hésitez pas. 1+ propose d'ailleurs ce e-learning, donc n'hésitez pas. Alors, d'autres questions. Décidément, la question de la visio que je vous ai posée tout à l'heure fait écho. C'est Thierry en Vendée qui nous dit, est-ce que l'UNIS pourrait nous recommander un ou plusieurs prestataires pour tenir une AG en visioconférence et qui, bien sûr, répondrait aux obligations légales? Alors, il faut aller voir sur notre site, il y a une rubrique partenaire. Et si la rubrique n'est pas déjà créée pour les prestataires, enfin, il faut déjà aller voir si sur le site, il y a cette rubrique. Et effectivement, après, on peut créer une rubrique prestataire qui pourrait mettre ce système en place. Bien. Alors, question qui nous vient du Rhône, un certain Baptiste, qui est peut-être un gendre,
Quid des délais postaux pendant le Covid-19 qui induisent un décalage important entre la date de dépôt postal et celui de la remise du préavis qui est juridiquement opposable aux bailleurs que nous représentons? Quid des délais postaux? Qui peut répondre à cette question qui est précise quand même? Par rapport à, dans quelles circonstances? Par rapport à un préavis? Par rapport à une question? Je répète la question, quid des délais postaux qui induisent un décalage important entre la date de dépôt postal et celui de la remise du préavis qui est juridiquement opposable? Aucune disposition, je peux me permettre, aucune disposition du droit en vigueur ne réglemente les délais postaux. On a en revanche une ordonnance qui est relative à la prorogation de certains délais. Donc, en fonction de l'acte visé, s'il s'agit d'un préavis donné par le bailleur, d'ailleurs, s'il s'agit d'un préavis donné par le locataire, il ne rentre pas dans le champ d'application de la Convention puisqu'il peut délivrer congé quand il veut. S'il s'agit d'un délai par exemple, de résiliation ou pour le renouvellement d'un bail commercial, applicable aussi pour un bail professionnel ou pour la dénonciation d'une convention dérogatoire. Là, on peut se raccrocher à l'article 5 de l'ordonnance 2020-306 qui permet de repousser les délais. Alors, ça ne répond pas directement à la question du délai postal, mais peut-être qu'en fonction du cas, il faudra que M. Gendre envoie les éléments. Si c'est lui, je ne sais pas si c'est lui. Baptiste. Donc, consultation particulière pour le Baptiste. Un mail pour qu'on vérifie par rapport à quel acte il s'agit. Beaucoup de questions concernant la trêve hivernale aussi. Là, il a dans le 95, je crois, qui nous dit concernant la trêve hivernale, est-ce que les bailleurs impactés peuvent prétendre à une indemnisation de la part de l'État? Oui, mais ça, ce n'est pas spécifique au Covid-19. Il y a des dispositions qui permettent une indemnisation de l'État. C'est effectivement une bonne question de se poser, peut-être de raviver cette question dans le contexte. Ça mérite réflexion. Ben, réfléchissons, on a le temps. C'est un Marseillais, Domnine, oui, pour un commandement de payer délivré fin janvier. Quel nouveau délai s'impose aux bailleurs avant de pouvoir saisir le tribunal en vue d'obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer? Pour défaut de paiement du loyer et il veut résilier le bail. Pour un commandement il y a plusieurs questions dans cette question. S'il s'agit de la résiliation du bail, on revient à la question de Baptiste tout à l'heure et on est dans la question du report du délai des conventions. Donc, c'est un peu technique. C'est cette ordonnance sur le report des délais qui a prévu une période juridiquement protégée. Et si, en fonction du terme, l'échéance arrive à ce moment-là, on pourra… Consultation particulière aussi? Oui, consultation, parce qu'il y a plusieurs questions dans la question en réalité. Il y a la question des loyers, la question de la résiliation. On prend rendez-vous. Oui, on prend rendez-vous. Comment peut se passer la prospection terrain? Là, on parle de transaction. Comment peut se dérouler techniquement la prospection terrain? Aujourd'hui, avec le déconfinement, la prospection terrain, elle n'est pas interdite. On peut tout à fait faire de la prospection terrain. Par contre, il faut être très, très prudent, surtout dans certains départements où le virus circule énormément et il est préférable de favoriser le phoning et le mailing. Et si jamais vous devez faire de la prospection terrain, c'est toujours dans le respect des gestes barrières. Alors, on a une visiteuse du soir et on en aura deux normalement ce soir. Catherine Doss, qui est présidente de la région Grand Est, qui est donc à Strasbourg, doit nous rendre visite. Est-ce que Catherine nous entend? Est-ce qu'elle nous voit? Voilà, elle est arrivée. Bonsoir. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation. Donc, présidente de la région Grand Est, vous êtes à Strasbourg, là. Vous nous parlez de Strasbourg. Exactement. Et donc, région particulièrement touchée par cette saleté. Comment aujourd'hui s'est déroulé ce D-Day, comme on l'a dit aujourd'hui? Bon, déjà, il faut savoir que la région a été inégalement touchée. Et pour ce qui concerne les départements qui ont subi le choc et la brutalité du démarrage de la pandémie, on peut quand même observer, et j'ai interrogé mes confrères, un climat très, très anxiogène dans nos équipes.
qui est due aussi aux différents métiers qui sont exercés et à toutes les questions qui se posent pour chacun des métiers. Donc, chacun pose la question à l'autre d'un autre métier et ça fait une espèce de boule de neige d'anxiété qui est quand même assez difficile à gérer, mais qui, je pense, va se résorber dans les jours qui vont venir. La clientèle, quant à elle, on ne l'a pas vue du tout jusqu'à maintenant, physiquement. En revanche, le téléphone a beaucoup donné et beaucoup de questions que je viens d'entendre là ont été posées, nous ont été posées. Et je vais d'ailleurs rebondir sur ce sujet pour poser une question. Allez-y, je vous en prie. Voilà, quant à la posture que nous devons tenir et les réponses que nous devons donner en qualité de mandataire et conseil de nos propriétaires bailleurs qui sont propriétaires de locaux commerciaux, aux locataires qui n'hésitent pas à nous appeler également, et devant l'amalgame qui est fait de la suspension, le report, une exonération éventuelle partielle ou totale, des incitations fiscales, etc. Bref, cet amalgame inquiète énormément les uns et les autres, inquiète certains, font espérer les autres. Et je voulais savoir quelle attitude, quelle réponse on pouvait donner de façon à être le meilleur conseil qui soit. Alors, c'est justement une question qui est posée par d'autres personnes qui nous suivent. Dina, en région parisienne, plusieurs locataires en bail commercial ont demandé un geste commercial concernant les loyers. Est-ce qu'il y aura un geste fiscal pour les propriétaires qui acceptent de faire un effort pour leurs locataires? Et puis, une autre question du même type, mes locataires avec un bail commercial, agence, restaurant, snack, me demandent une gratuité de loyer. Qu'est-ce que je peux répondre? Bon, alors, on a déjà, excusez-moi, donc cette question a été prise en main par la gestion locative dès le début de la crise sanitaire. Nous avons mis à disposition des adhérents un modèle de courrier qui permet de fixer le droit en vigueur. Je vous invite aussi à consulter notre FAQ. Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est que des dispositions spécifiques Covid-19 ne permettent pas ni un report ni une suspension des loyers. Il est bien entendu recommandé, conseillé de faire œuvre de pédagogie, de dialoguer avec son locataire, de l'informer sur les mesures d'aide aux entreprises mises à disposition par l'État, telles que le prêt garanti, par exemple. Le FSE, le FSE, voilà. Ensuite, vous pouvez vous appuyer sur la fiche établie par le service juridique pour bien expliquer quel est le droit en vigueur, qu'il s'agit simplement d'une mise à l'écart des sanctions et de la mise en œuvre des garanties. Maintenant, évidemment, on est dans un contexte dont on ignore encore un peu tous les contours. Si vous voyez que votre locataire est de bonne foi, il peut être toujours préférable de trouver un mauvais accord que d'attendre un bon procès. Alors, on sait que les locataires invoquent différentes théories telles que la force majeure, l'imprévision, l'exception d'une exécution, qui mériteront en cas une analyse au cas par cas. Il n'y a pas de réponse globale à adopter. Donc, est-ce que j'ai bien compris? Le bailleur n'est pas obligé de laisser… On n'est pas obligé, ce n'est pas un dû. Ce n'est pas un dû. Après, si le locataire représente vraiment, vous pouvez apprécier s'il est de bonne foi ou pas de bonne foi en fonction des éléments concrets qu'il a dans son dossier. Et peut-être proposer, on a mis à disposition sur le site un modèle de protocole d'accord transactionnel qui permet, s'il est établi entre les parties, de couper court à un futur procès. Les parties se mettent d'accord sur quelque chose qui permet de gagner du temps sur un éventuel contentieux. Et peut-être, le conseil qu'on peut dire, c'est éviter de cristalliser la relation, essayer de trouver un accord amiable, sachant que ce n'est pas obligatoire. Ce qu'il faut éviter, c'est la cristallisation des rapports et un stade de rupture. Donc, c'est évidemment il faut éviter la rupture. Mais en tout cas, la loi ne conseil qu'on peut donner pour ces 3 mois. Est-ce voilà. que la réponse vous convient? Tout à fait, tout à fait. Bien. Vous pouvez rester un moment avec nous. On pourra développer, c'est une question. Bien sûr. Est-ce que Daniel Dubrac nous a rejoint? Daniel Dubras, de la secrétaire nationale de l'UNIS, présidente de la Chambre de commerce du 93, qui était aussi sur le pont aujourd'hui dans son agence et qui doit passer un moment avec nous. Daniel, très heureux de vous retrouver, Daniel. Bonjour à tous.
Comment c'est passé? Oui, là, à toutes, hein. Mais il paraît que lorsqu'il y a un garçon, ça suffit pour le masculin. J'y suis pour rien, hein, Surtout avec les questions pertinentes qui sont posées. à toutes ces questions. Alors, Daniel, d'abord, un mot de cette journée de déconfinement, la première. Alors, déjà, nous, on est comme finalement Catherine, on fait partie des 4 régions qui sont en zone rouge du fait de la propagation du virus et puis aussi de la saturation possible des hôpitaux. Donc ça, c'est le premier point. Donc, on craignait 2 choses. On craignait les transports en commun, bien évidemment, et puis aussi la question des écoles, mais ça, c'est valable pour toutes les régions. Sur la question des transports, Chloé en a beaucoup parlé parce qu'en Île-de-France, il y a une charte qui a été signée entre l'État, les syndicats, de façon à lisser un petit peu les arrivées dans les transports en commun. Donc, 100% si possible en télétravail, la première semaine, la deuxième semaine 90%, la troisième semaine 80%. Donc, ça a été signé, il y a des distributions de masques. Bon, et puis aujourd'hui, on n'a peut-être pas forcément senti la saturation partout, parce qu'il y a l'histoire des écoles qui ne reprennent pas. Mais pour autant, nos réseaux de transport étaient déjà quand même saturés en Île-de-France, surtout certaines lignes de transport. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que ça a été un peu anticipé en construisant ce qu'on a appelé le Grand Paris Express. C'est un métro périphérique qui va desservir toute la région parisienne. Il y a à peu près 5 millions de personnes qui sont transportées. Il y en avait 500 000 la semaine dernière et on peut tabler sur 1 million, 2 millions à partir de cette semaine, mais avec un trafic qui était à 30% et qui va passer à 60%, parce que forcément, même si c'est très bien organisé, il y a quand même des gens qui sont absents pour des raisons identiques aux nôtres, c'est-à-dire école et télétravail. Bon, ça s'est bien passé, il y avait pas mal de gens qui étaient en télétravail. La difficulté, c'est quand même plutôt les alternants, parce que les alternants étaient en activité partielle, certains aussi, bien sûr, étaient en activité partielle à cause de la baisse d'activité. On en a parlé sur la transaction, la location et les assemblées générales. Il y avait quand même beaucoup d'activités qui n'étaient pas possibles. Voilà, on prend notre mal en patience et puis la vie économique reprend son cours avec des contraintes. On est obligé de concilier le virus avec l'activité, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Il y a des commerces, notamment de proximité, qui vont réouvrir, type coiffeurs, fleuristes, vêtements, etc. C'est quand même une bonne nouvelle. Si les gens peuvent télétravailler, il semblerait que ça soit quand même la préconisation qui est ouverte. Simplement, Ça, sans aucun doute, je vois par exemple, quand c'est possible, j'ai un très grand bureau, j'ai aucun problème, j'ai les 4 mètres carrés, on a calculé, vous savez, la surface de la pièce, on a mesuré après, on a divisé par 4, on a regardé combien on pouvait mettre de personnes dedans, avec le balisage. D'ailleurs, entre parenthèses, merci à Unis et aux juristes qui sont là, parce que grâce à la foire aux questions, tous les chefs d'entreprise que nous sommes et le guide, on a pu comme ça donner notre pochette avec notre gel, nos masques, nos guides aux salariés ce matin qui ont pu découvrir un balisage quand ça a été possible. C'est quand même important. Le télétravail, c'est bien. D'ailleurs, on a pu comme ça apprendre très vite le numérique. Mais pour autant, la cohésion de groupe, c'est nécessaire de pouvoir se réunir. Et donc, du coup, il a fallu rassurer les salariés, donc, grâce à tout ce qui a été mis en place. Et puis aussi les clients, parce que les clients ont téléphoné, n'ont pas arrêté de téléphoner pour des raisons de paiement en virement plutôt qu'en chèque, eu égard à la lenteur de la poste. Mais les clients ont besoin d'être rassurés. Est-ce que des questions reviennent du côté des adhérents de l'UNIS, des professionnels de l'immobilier? Alors oui, il y a des questions, bien sûr, parce que tous ces gestes barrières, toutes ces préconisations, ces panneaux que nous avons faits ont été utiles. Simplement, on se pose toujours la question de la responsabilité pénale de l'entreprise. Et justement, il y a certains adhérents UNIS qui ont vu que l'état d'urgence avait été prorogé à travers une loi qui a été votée il y a très peu de temps, avec un article 1 qui semble éventuellement limiter la responsabilité des acteurs publics et privés si, évidemment, il n'y a pas de faute intentionnelle ou commise par imprudence ou négligence. Donc, si tous ces gestes barrières, ces précautions ont été données avec une écoute aussi avec le médecin du travail, avec une écoute systématique de nos salariés, est-ce qu'on a une garantie de résultat ou de moyens, ou les deux? Et ça, c'est une question qu'on pourrait poser à Chloé, parce que quand bien même qu'on aurait donné toutes ces précautions, est-ce qu'on ne va pas être responsable pénalement si le Covid, malheureusement, entre dans nos bureaux? Voilà. Est-ce qu'on peut être rassuré au moins sur la responsabilité pénale de nos adhérents? D'entreprise.
Alors oui, vous pouvez être rassuré, je pense, grâce au projet de loi qui est en cours de discussion et d'examen. Déjà, Daniel, je pense que vous avez dit beaucoup de choses dans la responsabilité. Ce qui est très important, c'est que l'employeur mette en œuvre toutes les mesures de prévention possibles. Un employeur qui met tout en œuvre, qui fournit du gel hydroalcoolique à ses salariés, qui adapte les bureaux, qui fournit des masques quand les masques sont nécessaires, tout ça, ce sont des mesures de prévention qui vont faire que sa responsabilité ne pourra pas être engagée en principe, puisque c'est une obligation de moyens renforcés. C'est-à-dire qu'un employeur, un chef d'entreprise, peut s'exonérer de sa responsabilité s'il démontre qu'il a tout mis en œuvre. Donc là-dessus, on est rassuré. Et justement, sur la responsabilité pénale, cet article est venu ici pour clarifier la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise doivent mettre en application des recommandations qui viennent des pouvoirs publics. Quand bien même ces recommandations sont des recommandations sanitaires, ça vient des pouvoirs publics. Et pour limiter au maximum cette responsabilité, elle va être bornée, et c'est-à-dire que cette responsabilité ne pourra être engagée qu'en cas de faute, par exemple, si l'employeur fait preuve de négligence, s'il fait des fautes intentionnelles. Alors que s'il a bien tout mis en œuvre, il n'y aurait pas de raison de voir cette responsabilité engagée. L'employeur, il ne peut pas être responsable de tout, il doit juste faire au mieux pour limiter les risques. Mais c'est bien une obligation de moyens renforcés. Je vous propose il est 17h47, il nous reste un gros quart d'heure, on va dire ça comme ça. Nous sommes plus de 1500, je vous le dis en passant, c'est une très très bonne nouvelle, c'est la 3e fois qu'on franchit ce seuil. Question rapide et s'il vous plaît, réponse très rapide. Un de mes salariés refuse de revenir au travail alors que j'ai tout aménagé conformément aux préconisations du guide du ministère du Travail. Comment réagir? La reprise se fait-elle sur la base du volontariat? Alors, je pense que je vais pouvoir y répondre, Gabi. Allez-y. Effectivement, c'est un déconfinement qui est progressif. On l'a dit, le télétravail, ça reste la règle impérative quand même jusqu'au 2 juin. Maintenant, si vous avez tout mis en œuvre dans votre entreprise, et notamment pour les salariés qui ne peuvent pas exercer leur activité en télétravail, là, non, il n'y a pas de base de volontariat. L'employeur reste responsable et c'est à lui qu'incombe le pouvoir de direction et d'organisation du travail. Donc, un salarié, pour répondre très simplement, un salarié qui ne peut pas télétravailler et où l'employeur a tout mis en œuvre pour assurer sa sécurité, non, il ne peut pas refuser de venir, il doit venir. Et s'il ne vient pas, il pourrait même s'exposer à des sanctions disciplinaires. Juste une toute petite nuance, si je peux me permettre, mais rapidement, pour le télétravail, c'est un peu plus nuancé parce qu'on a eu un question-réponse qui a été publié ce week-end. Et là, la question, c'est de savoir est-ce que l'employeur peut refuser le télétravail à des collaborateurs qui peuvent télétravailler? Réponse, parce qu'on nous dit dans un sens, oui, il faut continuer le télétravail, mais voilà, donc il faut quand même clarifier ce point. Alors oui, un employeur pourrait refuser, mais pour refuser, il faut qu'il démontre que la présence du salarié est indispensable au fonctionnement de l'entreprise. Ok, donc là, on parle bien de cette période très, très particulière. Voilà, jusqu'au 2 juin, parce qu'on rappelle, c'est quand même la règle, le télétravail jusqu'au 2 juin. 3 de mes collaborateurs ne peuvent pas mettre leurs enfants à l'école parce qu'elles ne les accueillent pas. Est-ce que le télétravail, activité partielle, est-ce qu'ils sont en activité partielle? Pardonnez-moi, j'avais du mal à décrypter la question de Jean-François de la région parisienne. Je répète, mes collaborateurs ne peuvent pas mettre leurs enfants à l'école car ils ne les accueillent pas. Est-ce qu'ils sont en activité partielle, ces collaborateurs? Alors oui, alors l'activité partielle telle qu'elle est prévue, là, très assouplie, très bien pour tous les employeurs. Ce dispositif est prévu tel quel jusqu'au 1er juin. Au 2 juin, il va sûrement être aménagé. Donc attention. Mais pour l'instant, jusqu'au 1er juin, un salarié qui est en activité partielle parce qu'avant, il bénéficiait d'un arrêt dérogatoire garde d'enfants, qui a basculé vers l'activité partielle depuis le 1er mai, alors oui, il peut continuer à être en activité partielle. Et pour cela, il doit fournir à son employeur l'attestation de l'école qui indique que l'établissement est fermé ou ne peut pas accueillir son enfant. Et pour ceux qui sont en télétravail, on les laisse en télétravail. On reste à l'école et avec vous, si l'école est ouverte et peut accueillir les enfants d'un de mes collaborateurs, mais que celui-ci ne veut pas les mettre à l'école, qu'est-ce qui se passe?
Ah oui, c'est vrai que la question se pose beaucoup pour les parents inquiets, qui sont des salariés, mais avant tout des parents. En fait, là, on n'a pas de texte très clair. On a eu des annonces faites par l'entourage de la ministre du Travail. Donc, a priori, jusqu'au 1er juin, on resterait dans l'activité partielle telle qu'on la connaît actuellement. Donc, l'école se faisant sur la base du volontariat, un salarié pourrait rester en activité partielle. Mais on dit bien pourrait, on attend des textes. Par contre, au 2 juin, en principe, non, là, il faudra vraiment soit s'adapter avec son employeur en posant des congés, si on ne veut pas remettre son enfant à l'école. Et par contre, bien sûr, si l'école est fermée ou ne peut pas accueillir son enfant, là, il pourra rester en activité partielle. Alors, on passe du coq à l'âne, si j'ose dire. J'ai fait signer un compromis pendant le confinement. Est-ce que l'acquéreur a un droit de rétractation prolongé? C'est une question qui nous vient de l'Auvergne. Ben, la réponse est non. Ah. Au début, avec une ordonnance qui est parue le 25 mars relative à la prolongation de certains délais, on a pensé légitimement que les reports de délais qu'il y avait un report des délais de rétractation qui devait être réalisé en période d'état d'urgence sanitaire et que les acquéreurs avaient la possibilité de se rétracter à partir du 24 juin. Et en fait, il y a une ordonnance qui est revenue par-dessus, une ordonnance en date du 15 avril qui a clarifié la situation en disant que n'était pas concerné par la règle des reports de délai tout ce qui était droit de rétractation, droit de réflexion. Donc non, il n'y aura pas de prolongation. Alors, celle-là, c'est moi qui la pose. Alors, tant pis s'il y a des frappés du sceau de la bêtise, mais je l'assume. Un acquéreur peut-il, une fois le confinement terminé, renoncer à acquérir? Parce qu'il se dit c'est peut-être un peu cher, alors qu'avec la situation, là, le prix va baisser. Alors, en réalité, dès que toutes les conditions sont réunies pour que la vente se fasse, la vente doit se faire. Et ce n'est pas parce qu'on est en période de confinement ou en période de déconfinement, en période de pandémie, que ça changera la règle de droit. Si vous avez un acquéreur qui refuse de signer au final devant le notaire alors que toutes les conditions sont réunies, il va s'exposer à engager sa responsabilité contractuelle et il pourrait même être contraint judiciairement à l'acquisition. Sauf à lui à rapporter la preuve que le Covid constitue pour lui un cas de force majeure ou à invoquer l'imprévision pour renégocier le prix. Mais là, ça sera aux tribunaux, aux juges saisis éventuellement de statuer. J'emploie un jeune en alternance. Est-ce que je peux lui demander de revenir au bureau à compter d'aujourd'hui? À compter de demain, visiblement, puisque là, on est déjà en fin de journée. Oui, effectivement, ça sera dans ces cas à partir de demain, mais tout à fait, l'apprenti ou le jeune en alternance est un salarié, donc il peut et doit revenir au bureau si toutes les conditions, bien évidemment, encore une fois, sont respectées. C'est un salarié comme les autres. Par contre, si le télétravail est possible, on le maintient en télétravail. L'apprenti n'a pas de régime dérogatoire. Il est un salarié comme les autres. Céline qui nous dit « Bravo les juristes de l'UNIS, vous êtes très clairs et précises. Merci de ces précisions précieuses. » On va continuer puisqu'elles sont précieuses et qu'il nous reste encore une poignée de minutes. La prolongation de l'état d'urgence va aboutir à retarder la reprise des délais de préemption par les communes. C'est une question de Marcel qui est à Bourg-en-Bresse. Ah ouais, la question, elle est légitime. On l'a eu plusieurs fois et depuis vendredi, la réponse est non. Actuellement, il faut savoir que les délais en cours accordés aux communes pour préempter sont suspendus et les textes qui prévoyaient cette suspension liaient leur reprise à la fin de la période d'état d'urgence sanitaire. Et une ordonnance du 25 mars qui prévoyait la reprise des délais un mois après la fin de la période d'état d'urgence sanitaire, donc jusqu'au 24 juin, grâce notamment aux actions de l'UNIS, une ordonnance du 15 avril a ramené la reprise au 24 mai. Et là, on sait que la période d'état d'urgence sanitaire, elle est prolongée jusqu'au 10 juillet. Donc, effectivement, on peut se dire, si la période d'état d'urgence sanitaire, elle est prolongée jusqu'au 10 juillet, ça veut dire que les délais qui sont accrochés à ça vont reprendre le 10 juillet et pas le 24 mai. Et maintenant, il y a une ordonnance qui est parue au journal officiel vendredi et qui déconnecte la question de la reprise des délais de droit de préemption des communes de la notion de fin de la période d'état d'urgence sanitaire. En gros, les délais vont reprendre le 24 mai, quoi qu'il arrive, peu importe la date de fin de l'état d'urgence sanitaire. Dites-moi, c'est Dallas votre histoire, hein? Ah ouais, je ne vous fais pas dire.
Du côté de Nice, on s'interroge. Est-ce que alors l'OPCO prend aujourd'hui en charge à 100% les formations e-learning? Jusqu'à quand ça sera le cas? Alors, c'est une très bonne question. Que ce soit à Nice ou partout en France, je n'ai pas encore la réponse. Ah bah. L'OPCO et le ministère du Travail nous ont en effet annoncé cette prise en charge à 100% pour la période de crise actuelle, selon leurs termes, mais je ne sais pas jusqu'à quelle date. Est-ce que c'est la date de la fin de l'état d'urgence? Est-ce que c'est une date de reprise? Est-ce que… Voilà, nous n'avons pas de précision. Donc, aujourd'hui, c'est pris en charge à 100%. Profitez-en, je ne sais pas jusqu'à quand. Allez, on y va. Un locataire peut-il refuser les visites de son logement en vue de le louer ou de le vendre? Emmanuel. Cette question est un peu embêtante dans la pratique parce que, bon, alors, pour un logement, le droit encadre un petit peu cet aspect des visites en interdisant les abus. Il est simplement interdit d'imposer à un locataire d'un logement les visites plus de 2 heures les jours ouvrables ou pendant les jours fériés. En dehors de cette contrainte, il est tout à fait possible de donner une base contractuelle à l'organisation des visites en introduisant une clause dans le bail de logement. C'est la même chose pour un bail professionnel ou commercial. Ensuite, à partir du moment où le locataire, là on est dans le cadre du droit général, où un locataire refuse d'ouvrir sa porte, on a besoin d'une décision de justice pour rentrer. On ne peut pas rentrer de force ou d'office avec une clé que le bailleur aurait conservée. Ça engage sa responsabilité. Maintenant, ce qu'on peut faire, et dans le contexte du Covid, on peut bien entendu le rassurer, lui communiquer le guide de l'UNIS, lui indiquer que toutes les précautions seront prises pour respecter les gestes, enfin les règles sanitaires, la distanciation sociale, les masques, etc. Maintenant, voilà, il faut faire preuve. Je n'ai pas de réponse. Il peut dire non. Il peut dire non et on ne va pas le forcer à rentrer. Le bélier, hein, non. On ne peut pas y aller avec le bélier. Non. Alors, en fonction des cas, il faudra bien vérifier. Par exemple, on peut avoir des vrais problèmes dans le cadre des baux commerciaux, par exemple. Là, on sera plus tranquille si on a une base contractuelle. Bon, si vraiment cette période était amenée à durer, il sera possible d'obtenir une autorisation de justice puisque ça fait partie des obligations. Et nous espérer, Emmanuel, qu'elle ne dure pas. Hein, il faut espérer. Ça. Est-ce que vous pouvez répondre en 2 petites secondes? Est-ce que les déménagements sont possibles pendant l'Ascension et la Pentecôte? Et moi, je rajoute, est-ce qu'il y a des déménagements à plus de 100 km? Hein? Oui. Alors sur la spécificité Pentecôte et Ascension, effectivement, là, on a un arrêté qui est venu donner un peu de souplesse, puisque là, de manière générale, sans parler du Covid-19, en principe, les poids lourds ne peuvent pas circuler le samedi et les veilles de jour. Les poids lourds, vous parlez bien des camions, hein? Oui, des 7,5 tonnes. Là, on a un arrêté du 2 mai qui permet expressément aux 7,5 tonnes de circuler les week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte pour les déménagements. Donc, les professionnels de déménagement ne sont pas contraints par la règle des 100 km. Les professionnels de déménagement peuvent aller où ils veulent. Ensuite, la difficulté, ce sera plutôt effectivement si le déménagement a lieu à plus de 100 km du domicile, il faudra que le locataire puisse prouver un motif impératif, impérieux. Dormir chez lui. Voilà, dormir chez lui, effectivement. Dans ces cas-là, bon, on va voir comment ce sera organisé dans les jours qui viennent. Il faudra qu'il soit muni d'une attestation et ce sera possible. Mais en tous les cas, s'il fait appel à un professionnel, le déménagement pourra être fait. Ensuite, pour se déplacer lui-même, il faudra qu'il ait une autorisation s'il en est à plus de 100 km. Alors, là, on va répondre du tac au tac. Une question qui concerne les comptes de la copropriété. Comment je peux effectuer la vérification des comptes? Est-ce que les comptes peuvent être approuvés par le conseil syndical? Alors, aujourd'hui, les comptes peuvent être vérifiés par les copropriétaires, soit sur l'extranet, soit éventuellement en se rendant au cabinet du syndic, mais toujours en respectant bien les gestes barrières, la distanciation sociale. Donc, si c'est possible de les vérifier sur l'extranet, c'est bien évidemment préférable. Ensuite, sur l'approbation des comptes par le conseil syndical, les textes ne le permettent pas du tout aujourd'hui. C'est bien l'Assemblée générale qui est compétente pour approuver les comptes. Donc, les comptes ne peuvent pas être approuvés aujourd'hui si on ne peut pas tenir d'Assemblée générale, par exemple pour des très grosses copropriétés. Est-ce que je peux empêcher
un professionnel libéral de reprendre son activité dans mon immeuble parce que ça fait des va-et-vient, parce que le risque de contagion existe? Est-ce que je peux empêcher le dentiste, par exemple, de recevoir ces malheureux patients? Oui, alors c'est une question qui est effectivement bien légitime puisque de nombreuses personnes ont quand même peur d'être contaminées. Si l'activité est autorisée par le règlement de copropriété, il n'est pas possible d'empêcher ce professionnel de reprendre son activité. En revanche, il va falloir qu'il organise sa salle d'attente au sein de son cabinet ou de son local, et parce que les parties communes ne vont pas pouvoir servir de salle d'attente. Donc, soit il espace ses rendez-vous, ou il organise une file d'attente à l'extérieur de l'immeuble. Mais voilà, c'est sûr que ce n'est pas évident. Après, il faut savoir aussi, pour répondre aux craintes des copropriétaires, que les syndics ont tout fait depuis le début de la crise sanitaire pour que les points de contact, tels que les poignées, interrupteurs, boutons d'interphone, soient nettoyés, désinfectés de manière plus importante qu'en temps normal. J'en profite d'ailleurs, si vous me permettez, j'en profite d'ailleurs pour remercier, puisque vous parlez de ce point, pour remercier les gardiens d'immeubles et les employés d'immeubles qui ont fait un travail remarquable pendant toute cette période de confinement. Ça a été très compliqué pour eux. Et dans vraiment la très grande majorité des cas, dans la quasi-unanimité des cas, ça s'est vraiment très bien passé. Donc, je voulais le souligner, ça me paraissait important. Parce qu'on les oublie un peu, nos pauvres gardiens. Alors, Christophe Tanet, il est 18h02. Je m'excuse auprès des 1688 personnes qui sont avec nous, mais on a légèrement débordé. Je voudrais terminer sur la remarque de cet ami lillois qui nous dit elles sont toutes top, nos juristes de l'UNIS, pro et clairs. On pourra peut-être continuer à faire des points de la sorte dans le futur, une fois par mois, comme pense notre président. Ça sera tout à la fin. Bah écoutez, volontiers, je leur dis souvent en off, mais là j'ai l'occasion de le dire en public devant tout le monde, c'est vraiment une des grandes fiertés, c'est une des grandes fiertés de l'UNIS, d'avoir des collaboratrices, des juristes de cette qualité-là. Franchement, elles ont des compétences extrêmes et surtout elles ont une puissance de travail absolument incroyable parce que croyez bien que tout cela ne se prépare pas en quelques minutes. Donc, elles consacrent le temps, un temps incroyable, d'autant plus qu'elles sont pour la plupart jeunes mères de famille. Donc, elles le font de chez elles en s'occupant également de leurs enfants. Donc, vraiment, je voulais les féliciter pour cette qualité de travail. Elles sont à la base du guide de déconfinement qu'on a publié. Elles sont évidemment à l'origine et au travail quotidien de la FAQ. Et elles sont également à l'origine de ce travail qui nous a été produit aujourd'hui sur cette conférence. Donc, bravo, mesdames. Bravo pour cette raffinerie. Je suis pas très fier de vous. Bravo. De là à penser, Président, qu'elles se nourrissent de compliments, il n'y a qu'un pas que je ne fais pas. Mais bon, ça, c'est une autre question. Rendez-vous donc lundi prochain. Mille fois merci à toutes celles qui nous ont accompagnés en cette fin de journée. Merci à Daniel Dubrac et merci aussi à notre amie strasbourgeoise qui a bravé la difficulté. On a tellement parlé de vous, Catherine, pendant cette période. On a tellement pensé à cette région française qu'on est heureux de vous voir en pleine forme. À très vite pour le live de l'UNIS. Ça sera la semaine prochaine, lundi 17h. Bonne soirée à tous. Et merci Gaby. Merci à toi. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Au revoir.